a rejeté à son tour le plan Reagan. Jérusalem implante de nouvelles colonies en Cisjordanie, Washington déplore. C'est le favori, Saroni, qui l'a emporté au championnat du monde cyclisme. Hinault a abandonné. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dernier acte d'une semaine de rentrée politique pour tout le monde, l'intervention du Premier ministre au Club de la Presse d'Europe 1 en direct de Lille. Toute la semaine, Pierre Mauroy avait consulté les organisations syndicales et patronales. On attendait donc de lui des indications sur les modalités de la sortie du blocage des prix et des salaires dans 2 mois. Alors, première question des journalistes, y a-t-il au gouvernement en ce moment changement de politique et pause dans les réformes? Vous avez parlé de la pause. Bon, le mot de la pause, mais il n'est pas question de faire la pause. Le mot est ambigu. Ça signifierait que tout d'un coup, nous arrêtons notre politique. Nous n'avons plus d'objectifs. Et vous auriez voulu qu'arriver au pouvoir en mai 81, avec ce que nous avions annoncé au pays, dans un environnement qui n'était pas exactement celui que nous connaissons maintenant, alors que nous n'avions pas connu les développements, et en particulier les développements en ce qui concerne la monnaie américaine, et en ce qui concerne la volonté des gouvernements, même occidentaux, de jouer une déflation sauvage, comme ils l'ont fait ici au cours de 82. Vous auriez voulu que l'on annonce à ce pays que finalement nous sommes simplement venus pour corriger les fautes de la droite. Nous allons corriger les fautes de la droite, mais nous ne sommes pas venus au pouvoir simplement pour cela. Nous sommes venus aussi pour affirmer notre politique. Certes, pendant 18 mois, nous avons besoin d'assainir. Nous avons besoin d'une gestion rigoureuse. Nous avons besoin de contenir le chômage et nous avons besoin de combattre l'inflation. 14% d'inflation, c'est beaucoup trop. Et voilà pourquoi tout va être mis en œuvre pour se débarrasser de ce supplément d'inflation. Et par conséquent, nous remettre à niveau pour atteindre nos objectifs. Alors je crois que nous sommes logiques. Nous avons une politique, nous l'avons mise en place. Nous avons rencontré des difficultés, ce n'est pas nous qui les avons créées, ce sont nos prédécesseurs qui nous les ont laissées. Nous avons une politique d'assainissement, une politique de maîtrise des grands équilibres pour pouvoir justement nous débarrasser de ces maux, et ensuite viendra la phase d'accomplissement. La phase d'accomplissement pour atteindre les objectifs du septennat. Voilà, Jean-Louis Calmejane continue à écouter le Premier ministre et il nous parlera des mesures qu'il annonce en ce moment même, à la fin de ce journal. Noël Copin, vous avez entendu l'essentiel de son intervention. Tout tourne autour finalement des notions de cohérence et de crédibilité. De crédibilité qui d'ailleurs vont ensemble. De tous ces jours-ci, on avait beaucoup parlé d'un changement de politique. On a employé des expressions du type coup de frein, retour en arrière, ou même barisme de gauche. Et cette politique de rigueur, cette politique de vérité a apporté une sorte de crédibilité nouvelle au gouvernement au moment où l'opinion publique se montrait très sceptique et très inquiète. Et cette crédibilité nouvelle a attiré la sympathie dans des milieux tels que ceux de partenaires sociaux qui jusqu'ici étaient très critiques, ou même une certaine approbation mêlée d'ironie dans les rangs de l'opposition. Mais cette crédibilité nouvelle pose quand même un problème peut-être de crédibilité en profondeur. Un gouvernement qui change un site politique, est-il un gouvernement qui est cohérent, c'est-à-dire est-il un gouvernement qui est crédible? C'est pourquoi le message que voulait délivrer Pierre Mauroy ce soir au cours de cette émission du Club de la Presse, ce message était de montrer qu'il y avait bien une continuité, qu'il y avait bien une cohérence. Il rappelle que les objectifs qui ont été fixés il y a un peu plus d'1 an demeurent, et la cohérence de la politique économique tourne autour de l'idée de croissance qu'il n'abandonne pas, et c'est parce que la croissance n'a pas pu être ce qui était désiré qu'il y a non pas cette pause, mais qu'il y a ces 18 mois de rigueur. Alors la rigueur apparaît ainsi comme n'étant pas une autre politique, mais comme étant le moyen d'atteindre la même politique, comme étant une sorte de passage obligé. Disons qu'il y a une sorte de pari, et que ce pari portant sur 18 mois, ce pari, ce n'est pas le pari que la gauche peut, par une politique de rigueur, faire une meilleure gestion que la droite, mais c'est que la gauche, par une politique de rigueur, pourra atteindre effectivement les objectifs de sa politique de gauche. Voilà, Pierre Mauroy qui a été conduit à annuler ses autres engagements à Lille, par exemple la Grande Braderie. Son frère est mort en effet la nuit dernière des suites d'une crise cardiaque. Ses obsèques auront lieu mardi. À signaler encore en politique la réélection du RPR Jacques Lafleur aux législatives partielles de Nouvelle-Calédonie. Le député avait démissionné pour marquer sa désapprobation devant le renversement de majorité qui a porté à la tête du territoire néo-calédonien
un conseil du gouvernement indépendantiste. Et la réélection de M. Lafleur a été facilement acquise, 91% de suffrages exprimés. Ses adversaires avaient prôné l'abstention, elle a été de 46%. Enfin, ce propos de Valéry Giscard d'Estaing à la Plagne devant les jeunes giscardiens, le débat politique français reste un débat déficitaire, alors que la France a progressé dans beaucoup de domaines. L'ancien président n'a pas voulu en dire plus, se réservant, pour notre émission, l'heure de vérité, le 16 septembre, sur Antenne 2. Les Italiens n'ont pas perdu de temps. Moins de 48 heures après l'assassinat du général Dalla Chiesa, ils lui ont déjà trouvé un successeur, l'actuel chef des services secrets. La police, de son côté, a fait savoir que la mafia avait tué le général Dalla Chiesa parce qu'il était en train d'enquêter sur les liens qui unissent les mafiosi aux hommes d'affaires de Palerme. Victor Vraiment. Donc, réunion ce matin du Conseil des ministres qui devait organiser une riposte efficace à l'acte de guerre de la mafia. Les ministres devaient aussi nommer le successeur du général Dalla Chiesa, le nouveau préfet de Palerme. Le voici, il s'agit d'Emanuele De Francesco, qui est un super policier. C'est le chef du contre-espionnage italien, le SISD, disons l'équivalent de la DST. Emanuele De Francesco a 64 ans, il a été préfet de police de Rome et il a activement participé à l'enquête qui a conduit à la libération du général américain James Dozier, enlevé par les Brigades Rouges. Reste à savoir s'il est possible de remplacer le général Dalla Chiesa, reste à savoir quels moyens et quels pouvoirs seront accordés à De Francesco. N'oublions pas que le général Dalla Chiesa se plaignait de la passivité du gouvernement. Et puis le Conseil des ministres a mis au point une nouvelle loi contre la mafia. Cette nouvelle loi anti-mafia sera présentée dès demain, lundi, devant le Parlement, du moins en commission. De quoi s'agit-il? Il est évident qu'il est pratiquement impossible de prendre en flagrant délit un chef de la mafia en train d'ordonner, par exemple, l'exécution du général Dalla Chiesa. On va frapper la mafia en son point faible, c'est-à-dire les investissements économiques. Il est certain qu'un chef de la mafia peut difficilement justifier ses sources de revenus ou son capital, même s'il est à la tête d'une société commerciale ou d'une entreprise industrielle, pour une raison bien simple, évidente, c'est que ces sources de revenus ou ce capital proviennent de l'extorsion ou du trafic de la drogue. On a donc prévu des peines extrêmement sévères pour les industriels siciliens qui ne seront pas en mesure de justifier l'origine de leurs capitaux. Il paraît que 3200 personnes se trouvent déjà dans le collimateur du ministère des Finances. Aujourd'hui à Milan ont eu lieu les funérailles, disons, privées du général Dalla Chiesa et de sa femme, sans aucun représentant de l'État ou des partis politiques. Des centaines et des centaines de Milanais ont rendu hommage en silence au général Dalla Chiesa. Certains ont réclamé, il est vrai, à haute voix, le rétablissement de la peine de mort. Mais il n'y a pas eu de contestation. On n'a pas conspué le gouvernement, les ministres ou les dirigeants des partis politiques, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas là. Proche-Orient, l'OLP démente avoir rejeté à son tour le plan Reagan. Les principaux responsables de l'OLP se sont réunis sans avoir fait de choix à Tunis. On avait d'abord dit que Yasser Arafat et ses principaux lieutenants, qui étaient donc en Tunisie, estimaient que le plan n'apportait rien de nouveau et ne sortait pas du cadre des accords de Camp David. En fait, les Palestiniens n'ont pas pris de décision. La réponse de Jérusalem a, elle, été très cinglante. Alors que le président américain demandait aux Israéliens de ne plus céder, de ne plus créer d'implantation en Cisjordanie, eh bien, Jérusalem en a annoncé 3 aujourd'hui. Pourquoi Charles Anderlin? Entre Israël et les États-Unis, le ton monte rapidement. Mais la reine Begin a envoyé dans l'après-midi un message très ferme au président Reagan. L'essentiel tient en une phrase: la Judée-Samarie ne redeviendra jamais la rive ouest du royaume hachémite. Pas question d'accepter cet élément du plan américain, pas de négociation avec la Jordanie sur l'avenir de la Cisjordanie. Le cabinet Begin estime qu'Israël a historiquement le droit de construire des implantations dans ces territoires qui, dit-il, sont indispensables à sa sécurité. Personne donc à Jérusalem n'a été surpris par la décision du gouvernement de construire 7 nouvelles implantations en Cisjordanie et à Gaza. Le projet n'est pas nouveau, mais l'annonce de sa réalisation en pleine crise avec les USA souligne la volonté du cabinet Begin de rejeter les propositions américaines, et ce, quelles que soient les réactions de l'administration Reagan.
Réponse de Washington à ce geste israélien, une création extrêmement inopportune, a fait savoir M. George Shultz lors d'un entretien que vous voyez sur la chaîne de télévision CBS. Cette décision n'est pas compatible avec les objectifs de la paix dans la région. Voilà donc pour les grandes manœuvres à la veille du sommet arabe de Fès, auquel finalement participera le président syrien Assad. Et cela peut modifier l'optimisme qui prévalait jusqu'alors chez les observateurs. Philippe Rochaud. Tous les États de la Ligue arabe seront représentés ici à Fès pour l'ouverture de ce sommet, sauf deux pays, la Libye qui estime par la voix du colonel Kadhafi que ce sommet sera celui de l'humiliation, 3 mois après le début de l'offensive israélienne au Liban, et l'Égypte écartée de la Ligue arabe pour avoir fait sa paix avec Israël. Ce 12e sommet arabe, le roi Hassan II a voulu qu'il soit le sommet de la dignité reconquise. Alors les chefs d'État vont tenter ici à Fès d'adopter une stratégie commune, mais surtout ils vont examiner deux plans de règlement du problème palestinien, le plan FAD qui prévoit une reconnaissance implicite de l'État d'Israël, et le plan Bourguiba qui est une sorte de réédition du plan de partage de la Palestine de 1947 et prévoit l'existence de deux États, donc également la reconnaissance de l'État hébreu. On est loin des 3 noms du sommet de Khartoum de 1967 qui disaient non à Israël, non à la négociation, non à la paix. La dernière guerre du Liban, les déclarations du président Reagan sur l'autonomie palestinienne ont profondément modifié la position des États arabes. En Chine, une nouvelle épuration au sein du Parti communiste, c'est ce qu'a fait savoir son président, M. Hu Yaoguang, le plus proche collaborateur de Deng Xiaoping. La suite et la fin de l'actualité hors de France avec Isabelle Béchler. Suite du 87e congrès des catholiques ouest-allemands à Düsseldorf. Lors des discours officiels, le cardinal Höfner, président de la conférence épiscopale de RFA, a exprimé sa solidarité avec la Pologne et l'Amérique latine en lutte. Mais de jeunes catholiques dissidents trouvaient ce discours trop tiède et ils ont décidé de manifester pour un réel pacifisme. On les voit ici dans l'enceinte du congrès officiel, mais ils étaient 50 000 à manifester pour la paix dans un parc voisin. Sir Douglas Bader est mort aujourd'hui à Londres à l'âge de 72 ans. On l'appelait l'as de la Royal Air Force. Pendant la dernière guerre mondiale, il avait réussi à abattre 30 avions allemands, bien qu'il ait été amputé des 2 jambes 10 ans auparavant. Finalement emprisonné par les Allemands, ses 4 tentatives d'évasion avaient fait de lui un des héros les plus célèbres de la dernière guerre. La Turquie était un pays mort aujourd'hui entre 5 h du matin et 19 h. Interdiction à tout particulier de quitter son domicile, personne dans les rues. Ce couvre-feu tout à fait spécial était une idée des autorités militaires pour recenser la population en vue d'un référendum. 500 000 fonctionnaires ont donc recensé à domicile tout le pays, 47 millions d'habitants environ. Toute absence injustifiée pouvait coûter 6 mois de prison et une amende. On comprend qu'aucune protestation ne se soit exprimée. Voilà, c'est clair. Les incendies continuent à faire rage en Corse. Ce sont finalement 6 000 hectares qui ont été ravagés par les flammes hier, essentiellement dans la région de Sartène. Des maisons d'habitation ont été touchées près de Propriano. Le sirocco qui souffle en ce moment sur la Corse a été pour beaucoup dans l'importance des dégâts. Et pour la première fois, des officiels ont clairement laissé entendre que les principaux responsables étaient des bergers et non pas des touristes, comme on l'a souvent dit. François Cornet et Bruno Cusa reviennent de là-bas. Les 7500 hectares de maquis et de forêts détruits depuis hier en Corse par les incendies représentent le tiers de la superficie brûlée depuis le début de l'année sur l'île de Beauté. Au total, 1325 feux en 8 mois, dont les 3/4 durant juillet et août. La saison sèche n'est pas terminée, mais déjà le bilan 82 est le plus lourd jamais enregistré dans les 2 départements de Haute-Corse et de Corse du Sud. Paradoxalement, les moyens de lutte contre l'incendie n'ont jamais été aussi importants. 1500 hommes, dont ces renforts de la sécurité civile venus du continent, et 4 Canadair basés durant l'été sur l'aéroport d'Ajaccio. Des moyens coûteux pour des interventions sans cesse plus nombreuses et devant lesquelles on ne peut que s'interroger une nouvelle fois. Comment et pourquoi? La plupart des incendies en Corse, et cela ne fait aucun doute pour les spécialistes, sont provoqués par des mises à feu volontaires. Les bergers sont aujourd'hui directement mis en cause. Nous estimons qu'il y a une grosse majorité d'incendies qui ont pour origine les pratiques d'écobuage non contrôlées.
c'est-à-dire ce qu'on appelle le feu de berger, destiné à faire un pâturage à moindre frais pour les troupeaux au printemps. Depuis des siècles en Corse, les bergers pratiquent l'écobuage, la mise à feu du maquis pour dégager les pâturages. Une coutume ancestrale qui pourrait être de nos jours remplacée par le girobroyage, le débroussaillage mécanique. Mais pour cela, il faut changer les habitudes. Faire comprendre aux vieux bergers notamment qu'il existe, avec les techniques modernes agricoles, d'autres solutions que le feu. Les responsables politiques de l'île et ceux de la sécurité civile vont s'atteler au problème et engager le dialogue. La Corse, comme ici, sur les hauteurs de Tavera, est de plus en plus touchée par les incendies dont les causes principales ne sont pas l'imprudence des campeurs ou la pyromanie de certains touristes et de quelques pompiers volontaires. L'écobuage est autorisé sur l'île, mais il doit être contrôlé par les pompiers. On se passe trop souvent d'eux, il y a trop d'accidents qui pourraient être évités. Accidents de la route, accidents de la rue également. Les polices urbaines ont constaté une baisse de 5% dans les accidents de circulation en ville, et ceci malgré un large accroissement du trafic automobile. Le bilan reste tout de même lourd. Plus de 3000 personnes ont trouvé la mort l'année dernière au volant de leur véhicule et 185 000 ont été blessés. Jean-Claude Darigo. Si le nombre des tués est en baisse, certaines catégories d'usagers sont plus particulièrement visées. Les accidents mortels à moto, par exemple, ont augmenté de 1,08% pour les pilotes et de près de 18% pour les passagers. Un mieux est à constater concernant les vélos et les cyclomoteurs. Quant aux accrochages meurtriers sur les passages cloutés, qui visent surtout les personnes âgées, ils ont diminué de 7,35%. Quelques records par département. L'Aude a connu en 1981 une hausse de 160% du nombre des tués, suivi de près par les Basses-Alpes, 150%. Record maximum de sécurité par contre en faveur de la Lozère, 100% de morts en moins. La ville la plus dangereuse sur le plan des accidents urbains est Antibes, 1,28%, et la plus sûre, Avion, dans le Pas-de-Calais, 0,21%. Les causes d'accidents sont multiples. Par ordre d'importance décroissant, on compte les refus de priorité, 17,9%, la vitesse excessive, 14,6%, et pour finir, un chiffre intéressant, la conduite en état d'ivresse, qui l'aurait cru, n'arrive qu'en 6e position. Voilà, comme promis maintenant, la suite de l'intervention de Pierre Mauroy, qui se déroule toujours pour l'instant au Club de la Presse, avec Jean-Louis Calmejane, un certain nombre de mesures annoncées qui touchent notamment le secteur public. Oui, notamment en ce qui concerne les salaires. Le Premier ministre a tenu à préciser que le gouvernement n'interviendra pas sur le secteur privé. Les partenaires sociaux se rencontreront et négocieront, a-t-il dit. Mais le Premier ministre va envoyer une lettre à chacun des ministres qui a en charge un secteur public ou des entreprises nationalisées. Et il indique dans cette lettre 6 principes valables donc pour le secteur public, 6 principes qu'il espère voir appliqués par le secteur privé. Je reviens sur ces principes, les voici en résumé. 1. Ne plus indexer les salaires sur les prix. 2. Renégocier les salaires ne dépassant pas la hausse des prix. 3. Fin 83, en moyenne, le pouvoir d'achat des salariés doit être préservé. 4. La hausse des prix, la première hausse de salaire devra être limitée et ne pas dépasser 3%. 5. Priorité accordée aux bas salaires avec notamment un rattrapage plus rapide du pouvoir d'achat. Et 6. Enfin, progression des hauts salaires limitée. La partie au-dessus de 20 000 francs par mois pour les salariés touchant donc plus de 20 000 francs sera gelée. Voilà, Patrick, les dernières indications du Club de la Presse et du Premier ministre. D'accord. Et puis il y avait encore une partie politique avec une réponse à Jacques Chirac qui, hier soir encore, sur notre antenne, laissait entendre que l'expérience socialo-communiste en France n'allait pas durer plus de 2 ans. Écoutez la réponse assez cinglante du Premier ministre à une question que lui posait Jean-Marie Colombani du Matin. Permettez-moi d'ajouter, M. Colombani, que M. Chirac joue toujours sur le registre de la peur, comme M. Poniatowski. Il fait attention quand il est en métropole, mais déjà, dès qu'il s'éloigne, il se laisse aller, quoi. Il ne se surveille plus, que voulez-vous? M. Chirac aime l'aventure. Et à moins que M. Chirac ait pour seul objectif une petite opération politique interne à l'opposition, à l'approche des élections municipales, il veut se poser en chef de file de l'opposition.
Une opposition dont tous les sondages montrent qu'elle n'apparaît pas aux yeux des Français comme capable de proposer des réponses au pays. M. Chirac cherche à profiter des querelles qui opposent au sein de l'EDF ceux pour qui Valéry Giscard d'Estaing a encore un avenir et ceux pour qui il n'est plus qu'un souvenir. Alors, les Français les ont jugés. Et je pense qu'ils sont aussi mauvais dans l'opposition qu'ils n'étaient mauvais dans la majorité d'hier. Voilà donc pour ce débat Chirac-Mauroy. Sport maintenant, avec tout d'abord ce joli titre de champion du monde pour l'Italien Saronni en cyclisme, un titre qu'il a conquis en Angleterre, à Goodwood, aux dépens de l'Américain Greg LeMond et de l'Irlandais Kelly, Bernard Hinault ayant abandonné. Jean-Paul Olivier. Oui, tout va se jouer en un instant. Au commandement, l'Américain Jonathan Boyer, il a peut-être commis l'erreur de partir trop tôt et son camarade Greg LeMond va revenir sur lui. Mais à l'affût se trouve un certain Giuseppe Saronni, l'Italien qui va jaillir tel un diable sorti de sa boîte. Regardez bien, c'est parti. Il s'enfuit sur son grand braquet, ça y est, Saronni a fait le trou et devient le 11e champion du monde italien de l'histoire. Les Français, Hinault, on vous l'a dit, a abandonné après 168 km de course, moralement brisé par la récente affaire de contrôle antidoping, l'affaire de Calac. Quant à Bernard Vallet, il a été l'auteur de la plus longue échappée. Nous allons revoir l'attaque de l'Américain Jonathan Boyer, ici dans l'un des derniers virages et dans les derniers hectomètres. Et peu après, le chef-d'œuvre de Saronni. Saronni ici, qui bénéficie de son expérience de la piste, et croyez-moi, il faut une puissance extraordinaire pour jaillir ainsi dans les derniers mètres, mais cette victoire, c'est aussi le succès de toute une équipe, de la formation la plus structurée, qui a su préparer le terrain pour un leader. Après la Coupe du Monde de football, l'Italie est championne du monde de cyclisme. Heureux Italiens. En tennis, Yannick Noah a qualifié pour les 8e de finale, mais curieusement, alors que son adversaire paraissait le plus fragile des 3 qu'il a déjà rencontrés, c'est avec lui qu'il a eu le maximum de difficultés. Vous le voyez, ce jeune Américain, 19 ans, qui vient des profondeurs du classement, aura obligé le Français à batailler ferme pendant 5 sets. Ce qui va nous valoir une jolie démonstration de joie à l'issue donc de ce match qu'il qualifie pour les 8e de finale. Tiercé maintenant, eh bien, il se courait à Longchamp, il fallait jouer l'As, le 4 et le 20. Pierre Bresse, qui assure le commentaire de cette arrivée, va vous donner les rapports du tiercé dominical. En tête du peloton, Billy the Kid et Dick Taney sont ensemble pendant que Silverring et Malgrin se rapprochent très fort, suivis de Bosto. Billy the Kid, âgé de 6 ans, porte le poids le plus élevé de la course, 59,5 kg, mais il tient tête à Malgrin et Silverring qui deviennent menaçants, alors que Bosto, trop chargé pour ses 3 ans, ne parvient pas à remonter ses aînés. Billy the Kid maintient son effort et gagne devant Silverring, décidément le poulidor du tiercé, 3e Malgrin. 1,420, un tiercé qui rapporte 5 155 francs dans l'ordre et 984 francs 50 dans un ordre différent. Voilà, autre arrivée non loin de là, toujours au Bois de Boulogne, sur la pelouse de Bagatelle, celle des petits avions ultra légers motorisés, tellement légers d'ailleurs que les rafales de vent ont retardé ou empêcher le départ de Pontoise de plusieurs des appareils. Pierre Lambert, notre réalisateur qui portait fièrement les couleurs d'Antenne 2, a quand même pu arriver jusqu'à nous avec son petit avion dans le studio, mais pour ce faire, il lui a fallu un petit peu renier les ailes. C'est-à-dire, oui, je l'ai replié, il ne rentrait pas dans le studio. Alors ça paraît facile comme ça, mais il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention parce que bon, c'est un merveilleux appareil de loisir. Quand il fait beau, quand le vent est calme, c'est facile. Et moi qui suis pilote privé depuis pas mal d'années, j'ai trouvé ça effectivement assez facile. Mais quand il y a du vent, c'est autre chose. Et il faut rappeler qu'il n'y a pas besoin de licence pour ça. Alors, il n'y a pas besoin de licence, mais moi je conseille aux gens qui veulent en faire de prendre quand même quelques cours dans un aéroclub par exemple pour se familiariser avec le pilotage. Et puis il faut bien connaître la réglementation et pas s'amuser à faire n'importe quoi avec ça. Alors vos impressions de course, on s'est un petit peu moqué de vous parce que vous aviez du mal à, oui, c'est pas à très décoller, gentil, mais vous aviez une raison. Hein. Voilà, j'avais une
caméra à bord. D'ailleurs, je vous propose, on va peut-être voir quelques images de cette caméra, mais ensuite je l'ai retirée parce que j'arrivais pas à décoller. J'avais également mes pleins d'essence, j'en avais trop. J'avais un gilet de sauvetage qui pesait plus de 5 kilos et c'était très difficile. Vous voyez là, je roule sur la piste, j'arrive à m'élever à 1 mètre ou 2. Et puis vous allez voir, je vais retomber. Pouf. Voilà, je repars. J'ai failli accrocher des arbres. On a vu ça, oui. et voilà, alors après j'ai fait démonter tout ça parce que sinon je serais resté à Biguinil. Regardez, c'est un peu scabreux. Voilà, en tout cas, c'est un sport que vous conseillez quand même aux gens, mais à condition d'être prudent. Oui, vous sortez pas votre planche à voile quand vous avez 2 mètres de creux, c'est un peu la même chose avec ça. Merci bien, et on vous retrouvera très bientôt aux manettes du journal. Demain. Avant de parler du temps qui a beaucoup aidé les concurrents de la course d'ailleurs, parce qu'il faisait très beau, nous allons terminer ce journal par un acte de naissance, celle d'un orchestre symphonique cet après-midi à Paris, l'Orchestre français des jeunes, si vous voulez une sorte de sélection nationale comme il en existe pour les équipes sportives. Georges Bégou et Christian Héroux ont suivi dans leur aventure parisienne. Ces jeunes musiciens, pour la plupart provinciaux, ils vous invitent à partir à leur découverte. Ces jeunes gens qui ont entre 14 et 20 ans constituent ce qu'on pourrait appeler l'Orchestre national junior. Ils sont 110, 37 filles et 73 garçons sélectionnés dans les conservatoires de région et les écoles supérieures, à l'initiative de la direction de la musique et du ministère de la Culture. La plupart d'entre eux ignoraient la pratique orchestrale à un très haut niveau. Réunis pendant 3 semaines à Arc-et-Senans, dans le Doubs, ils ont travaillé sous la direction du jeune chef de Nancy, Jérôme Kaltenbach. J'avoue être tout à fait étonné du résultat obtenu en 3 semaines en si peu de temps, compte tenu d'un recrutement qui n'était pas au départ extraordinaire, si vous voulez. Mais ce sont des jeunes qui en veulent tellement et qui sont tellement enthousiasmés par l'expérience qu'ils ont vécue que finalement ils ont vraiment tellement travaillé qu'on arrive à un résultat qui est tout à fait satisfaisant. Je viens de Versailles. Et quel âge avez-vous? 14 ans et demi. Vous êtes le Benjamin? Ben oui, mais je crois, il n'y en a aucun plus jeune que moi. Alors parlez-moi de cette expérience d'orchestre. Hein. Eh ben, je trouve ça très bien parce qu'on apprend beaucoup quelle est la vie d'orchestre là-dedans. Et on apprend ses défauts, ses qualités, parce qu'il y a des défauts et des qualités. On n'a pas tellement l'occasion de jouer quand on est arbitre dans des orchestres, surtout donc dans ma ville. Donc j'attendais beaucoup et c'était bien. Quand on s'appelle Plasson comme son père qui est chef d'orchestre, c'est peut-être plus facile de faire de la musique, non? Oui, j'étais dans le bain dès très tôt. Dès ma naissance, j'étais bercé dans un flot musical très très tôt. Et j'ai attaqué le piano à 7 ans. J'ai fait une année de piano et j'ai été charmé par le violon de ma mère qui travaillait à la maison. J'étais très enthousiaste dès le début. J'ai commencé à 8 ans. Et ça fait 8 ans que je fais du violon et je suis très heureux. Remplir la salle Pleyel pour une première parisienne cet après-midi fut la première performance de l'Orchestre français des jeunes. Et jouer des compositeurs aussi difficiles que Messiaen devant toute la critique, une audace couronnée de succès. Voilà, il a fait beau presque partout aujourd'hui en France. C'est normal, Philippe Dumez était le responsable de la prévision. Alors demain? Oui, mais malheureusement, demain, c'est en train de se dégrader. Et sur cette photo satellite, on voit très bien pourquoi. Il s'agit de cette perturbation ici au sud de l'Irlande qui est en train de nous amener énormément de nuages, notamment sur la Bretagne. Alors voyons demain sur la carte ce que cela va donner. Eh bien cette perturbation nuageuse va se déplacer grosso modo du Pas-de-Calais à la Vendée avec des nuages toutefois pas très pluvieux puisque ce sont des stratocumulus et des stratus. Ensuite, les pluies devraient être plus abondantes dans la soirée.
Dans le sud-est, c'est une zone essentiellement orageuse et il devrait déclencher des orages essentiellement sur les massifs. Au milieu, eh bien, c'est un temps variable. Les vents vont tourner au nord dans la Manche et le baromètre est en baisse, tout comme les températures d'ailleurs, qui vont chuter par rapport à aujourd'hui de 5 à 6 degrés, ce qui est quand même assez considérable. 19 à Lille, 19 à Brest, 20 à Paris, un peu plus chaud dans le midi, 22 à Biarritz, 24 à Toulouse, et encore un peu plus chaud dans le sud-est, 28 à Nice et 29 et 30 degrés en Corse où il ne pleuvra sûrement pas parce que malheureusement les nuages là sont passés à côté de la Corse. Demain, le soleil se lèvera à 7h15 pour se coucher à 20h23 et c'est la Saint-Bertrand. Voilà, c'est Christian-Marie Monod à 23h15 qui développera l'essentiel de l'actualité. Je vous rappelle ce qu'a dit le Premier ministre pendant ce journal. La rigueur est indispensable pour 18 mois. Nous ne changeons pas de politique et il n'est pas question de faire la pause. Demain à 12h45, vous aurez le plaisir de retrouver Philippe Labro et à 20h, Christine Ockrent. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, la semaine d'après. À bientôt.